Je suis heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de l'émission Le Siège. Vous le suivez sur la RTGA, la RTGA FM ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous connaissez qu'au travers de cette émission, nous décryptons l'actualité politique en République démocratique du Congo, particulièrement en ce temps de crise sécuritaire, en ce temps où la RDC est agressée. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les attitudes à avoir? Nous analysons tout cela au travers de cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'éveil patriotique et la bonne attitude à avoir en ce temps d'agression en République démocratique du Congo. Nous en parlons avec le docteur Silas Mimile Makambo, qui est professeur d'université. Nous revenons avec lui sur les accords diplomatiques ainsi que tout ce qui tourne autour de la guerre en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. La République démocratique du Congo est agressée par les rebelles M23 et vous le savez, il faut une riposte, mais il faut également un éveil de conscience patriotique en République démocratique du Congo. Nous en parlerons tout le long de cette période que passe notre pays et nous en parlons encore aujourd'hui avec un visage qui n'est plus à présenter des médias dans sa casquette de professeur d'université. Bienvenue, Dr Silas. Merci, madame. Alors aujourd'hui, nous commençons toujours avec cette question. Comment se porte la RDC selon votre regard aujourd'hui? Écoutez, madame, je pense qu'au regard de tout observateur averti, sans complaisance, honnêteté intellectuelle oblige, la RDC est malade. Il est dans un état comateux, sans pour autant être alarmiste ou encore pessimiste, parce que je crois que ce n'est que lorsqu'on fait un diagnostic sévère, sans complaisance, qu'on pourrait proposer une thérapie idoine, une thérapie qui soit à même à la fois de guérir la RDC dans son présent, mais aussi de l'abriter dans son futur. Le Congo est malade de l'agression qu'il est en train de subir de la part du régime rwandais via ses supplétifs de M23. Le Congo est malade de l'indifférence de la communauté internationale qui continue à traîner les pieds alors que les drames, tant sur le plan humanitaire que sur le plan matériel, ne fait que s'aggraver. Le Congo est malade aussi de son impuissance, son incapacité à pouvoir prendre à bras le corps et à gérer ses problèmes par lui-même. Le Congo est aussi malade, madame, par l'attitude démissionnaire de son élite, de sa classe politique, mais aussi de sa population de manière générale. Parce qu'au regard de ce que nous sommes en train de subir comme république, comme société, lorsque nous évaluons à l'engagement populaire, nous nous rendons vite compte qu'il y a inadéquation. Le niveau de l'agression, le coût que nous sommes en train de subir est très sévère, alors que l'engagement est encore superficiel. Et nous sommes en train de nous battre et nous félicitons le travail que vous êtes en train de faire, qui justement a pour vocation de pouvoir susciter cet éveil patriotique pour que les Congolais comprennent que ce n'est pas un régime qui est menacé, ce n'est pas un gouvernement qui est menacé, mais c'est la République tout entière dans sa dimension existentielle qui est menacée. C'est le Congo d'hier, c'est le Congo d'aujourd'hui et c'est le Congo de demain qui est menacé. Mais ceux qui peuvent se battre pour pouvoir repousser cette menace, c'est ces Congolais que vous et moi, nous sommes aujourd'hui. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la crise sécuritaire, particulièrement à RDC? Eh bien, écoutez, cette crise, elle est essentiellement sécuritaire, mais n'est pas que sécuritaire. Je pense que la dimension sécuritaire, c'est la dimension symptomatique de cette crise qui a beaucoup d'autres branches, parce que cette crise, elle est tributaire d'abord du postulat avec lequel la communauté internationale fonctionne vis-à-vis de la RDC. Depuis la conférence de Berlin, lorsque l'État indépendant du Congo a été créé, madame, la communauté internationale, par les 14 puissances internationales qui ont siégé à la conférence de Berlin, avait pensé créer un État sans maître, un État qui ressemblerait à un condominium, c'est-à-dire un bien sans maître qui appartiendrait à tout le monde, mais à qui on a donné la gestion
roi belge. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, l'on continue à considérer le Congo comme étant tel. Et malheureusement aussi, l'élite congolaise, depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous continuons nous aussi à nous comporter comme des simples gestionnaires des biens qui appartiendraient aux autres. Cette crise sécuritaire est aussi due, quelque part, madame, du fait que la République démocratique du Congo, en tant qu'État, surtout par son élite, n'a pas réussi à tirer les leçons. Cette guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Elle date de plus de 3 décennies. 3 décennies parce que pendant 3 décennies, nous n'avons pas réussi à comprendre les véritables motivations de nos ennemis. Nous n'avons pas réussi à comprendre la véritable politique de la communauté internationale vis-à-vis de la région des Grands Lacs. Parce que nous n'avons pas réussi à comprendre qu'une guerre et une souveraineté ne peut être assumée et assurée que par les fils qui habitent. Mais lorsque vous dites qu'on n'a pas réussi à comprendre, n'oubliez pas qu'il y a eu quand même beaucoup de manifestations. À un moment, il y a eu des conférences autour de la balkanisation de la RDC. C'était déjà des réflexions que les Congolais posaient sur la guerre. En tout cas, madame, sans vouloir être complaisant, j'apprécie tous les différents mouvements que nous avons eu à mener en interne comme en externe en tant que République. Mais ici, il est question de se poser la question, qu'est-ce qui justifierait la pérennité de cette crise? Pourquoi cette crise a autant duré? C'est parce que toutes les fois que nous avons essayé d'apporter un médicament, le médicament ne correspondait pas à la véritable pathologie dont souffrait l'État. C'est-à-dire, nous nous sommes battus pour trouver des solutions, des bonnes solutions, mais ce n'étaient pas des solutions appropriées aux véritables problèmes. Ce qui signifie ici, il faudrait que nous puissions à ce stade profiter par la résilience de cette situation qui nous menace aujourd'hui pour nous souder les coudes, pour pouvoir regarder tous ensemble dans une même direction. Comprendre que face à un drame comme celui-ci, nous n'avons pas besoin de spectateurs, nous n'avons pas besoin d'arbitres, nous n'avons pas besoin d'inspecteurs ou d'auditeurs pour savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, mais nous avons besoin de montrer à la face du monde que la RDC n'est pas seulement un État, mais la RDC parle aussi comme une nation. C'est-à-dire, nous avons un langage de l'unité, nous avons un langage qui atteste à la face du monde que la cohésion nationale pour nous n'est plus un luxe, mais elle devient pour nous une nécessité. Beaucoup d'efforts ont été fournis, mais maintenant il faudrait fournir de bons efforts pour ne pas seulement guérir la maladie au niveau de ses symptômes, mais pour guérir la maladie depuis sa racine. Voyez-vous, nous avons tenté de couper les branches, nous avons même réussi à faire tomber les fruits de l'arbre, mais nous n'avons pas réussi à déraciner l'arbre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec autant de connaissances que le Congolais a accumulées, en tant que peuple, de par son expérience, avec autant de volonté que nous voyons aujourd'hui dans les chefs de nos dirigeants politiques, je pense que, madame, il est grand temps que nos enfants ne subissent pas ce que nous sommes en train de subir parce que nos pères n'ont pas géré les choses comme il se devait. Vous êtes également expert en leadership. Aujourd'hui, comment trouvez-vous, on va dire, le leadership du gouvernement en général par rapport à cette période de crise? Ben écoutez, madame, je suis expert en leadership, mais je ne suis pas chantre d'un leadership messianique, c'est-à-dire le leadership individuel. Je n'y crois pas trop. Je pense qu'un individu peut donner l'impulsion, mais le leadership dont on a besoin aujourd'hui est un leadership qui se conjugue au pluriel. C'est ce que j'appelle le leadership collectif. J'en ai d'ailleurs parlé dans un de mes ouvrages, Bâtisseurs des Nations, l'émergence d'un leadership collectif. Je pense que notre leadership est malade. Notre leadership politique, notre leadership ecclésiastique, notre leadership scientifique, notre leadership culturel. Parce que l'intelligentsia d'un État, l'élite d'une société est toujours plurielle. Et on ne peut pas sortir le Congo du marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui, des humiliations qu'il est en train de subir depuis plus de 30 années, si aujourd'hui on ne parvient pas à avoir un leadership qui se prépare et qui s'assume à la hauteur des enjeux. Mais malheureusement, ce leadership souffre d'un manque d'orientation, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'être à la tête d'une institution X ou Y, mais il faudrait plutôt savoir pourquoi on y est et qu'est-ce qu'on va faire et avec qui on va le faire. C'est à ce niveau que se trouve notre crise. Donc, elle était une crise de leadership de manière collective. Le général Charles de Gaulle disait à son temps que tout tient grâce au leadership et tout tombe faute de leadership. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a qu'à se dépasser.
Nous avons le potentiel, nous avons les ressources nécessaires, nous avons l'intelligence. Mais ce qu'il faudrait plutôt faire aujourd'hui, c'est de nous émanciper de toutes ces choses qui nous tirent vers les bas. Les tribalismes, la complaisance dans l'analyse des problèmes, le népotisme, la division, le politisme, madame, et même l'hyperspiritualité qui nous amène à croire que tout peut être résolu par la prière. Vous êtes sans ignorer que je suis aussi homme d'église. Mais, et madame, par la lumière de la parole de Dieu, je suis parvenu à comprendre que Dieu ne sera jamais un bataillon dans les phares d'essai. Dieu n'est pas détenteur d'un passeport congolais. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions assumer nos responsabilités comme un peuple responsable, comme l'ont fait beaucoup d'autres peuples. Mais attention à ce que vous dites là, parce que beaucoup de téléspectateurs vous suivent et aujourd'hui on sait que la RDC, on va dire à 90% chrétienne. Plusieurs sont en train de prier. J'ai même vu sur les réseaux sociaux un pasteur dire « Allez, on va prier pour que Kagame qu'il soit malade ». Mais les chrétiens ont prié, les fidèles prient dans les ministères. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faudrait pas prier? Non, madame, loin de là, je ne dirai jamais cela. Nous devons prier, mais nous ne devons pas croire que la prière fera ce que les institutions sont censées faire. La prière ne fera pas. En fait, le problème pendant 30 ans, c'est aussi parce que nous avons cru que c'était nos enfants qu'on devait envoyer au front, nos prières qu'on devait envoyer au front, et nous avons refusé d'envoyer nos cerveaux au front. Je pense qu'aujourd'hui, cette guerre, c'est une guerre d'intelligence. Si le Rwanda a réussi à nous infiltrer, si le Rwanda a réussi à nous paralyser et même à nous amener à réfléchir d'une certaine manière et nous plonger dans une sorte d'obscurantisme religieux, c'est parce que nous avons mal orienté nos prières. Je suis pour la prière. Je vous informe, avec un collectif de pasteurs auquel j'appartiens, nous allons annoncer cette nuit même, de vendredi, de jeûnes et prières en faveur de la nation. Et une grande marche va être organisée dans la ville de Kinshasa par des pasteurs, par des chrétiens, pour soutenir la nation. Mais cela ne nous empêche pas à utiliser une ressource que Dieu nous a donnée plus puissante que la prière. C'est quoi? C'est nos cerveaux. L'intelligence est plus puissante que la prière, voyez-vous. Et donc, nous continuons à prier, mais nous ne voulons pas tomber dans cet obscurantisme religieux. Nous avons notre part à faire, Dieu a sa part de travail. Nous avons commencé à maudire Kagame. Il n'y a pas que les pasteurs, il y a même des chefs coutumiers qui ont fait des incantations ici à la place de la gare centrale. On a fait des choses. C'est pour nous de nous faire comprendre. Certes, la dimension spirituelle existe dans une confrontation interétatique, mais la meilleure disposition qu'il faudrait faire, c'est de mettre l'intelligence stratégique là où elle doit être pour travailler et proposer de véritables solutions. On va parler finalement de l'éveil patriotique. En effet. Pourquoi aujourd'hui, après le discours du président de la République qui appelait à la mobilisation générale, pourquoi aujourd'hui il faudrait finalement avoir lancé cette campagne d'éveil patriotique? Est-ce que les Congolais ne sont pas très impliqués dans cette guerre? Non, ils ne sont pas très impliqués dans cette guerre. Déjà, nous avons évolué pendant très longtemps avec un narratif démissionnaire. Quel a été le narratif? Nous parlions de la guerre de l'Est, la guerre de l'Est, l'insécurité de l'Est, alors que nous devrions normalement parler de la guerre à l'Est et non pas de la guerre de l'Est. Nous avons créé dans notre imaginaire collectif une pré-balkanisation. C'est-à-dire déjà la partition a été entamée dans notre imaginaire. Pourquoi? Est-ce parce que le Congo est trop vaste que ce qui se passe dans la partie orientale n'a pas beaucoup intéressé ce qui s'est passé dans la partie occidentale? Tout ça parce que le patriotisme, madame, n'a pas été assez enseigné. Tenez, il n'y a aucun peuple au monde qui ne naisse patriote, ça n'existait pas. Et il n'y a aucun peuple au monde qui naisse indifférent vis-à-vis de sa société ou encore traître. La traîtrise comme le patriotisme sont des concepts et des notions qui s'enseignent et qui se transmettent dans l'exemplarité. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions comprendre, aussi longtemps que nous n'allons pas élaborer un nouveau paradigme qui nous amène à considérer le Congo dans son ensemble, dans son intégrité, comme étant un tout, si nous ne parvenons pas aujourd'hui à transcender le discours politicien qui, lui, s'enracine dans la division et dans le militantisme, eh bien, madame, nous risquerons de perdre ces pays et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Pourquoi il faut parler du patriotisme aujourd'hui? C'est parce qu'on se rend compte
que la communauté internationale voudrait s'impliquer. Les États s'impliquent et se posent la question, pourquoi notre implication n'est pas conséquente au malheur que nous sommes en train de subir? D'où il faudrait que le patriotisme devienne un refrain national, à la fois pour ceux qui sont dans le domaine politique, pour ceux qui sont dans le domaine culturel, dans le domaine religieux, dans le domaine scientifique et même dans le domaine familial. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'on puisse prouver qu'on est patriote? Vous avez vu les jeunes aller aux ambassades, casser lorsque Goma a été tombé. C'était un geste patriotique. Non, c'est justement ça le contraire. C'est parce qu'on ne leur a pas enseigné c'est quoi le patriotisme. Le patriotisme, c'est à la fois une attitude, c'est à la fois un discours, mais c'est aussi à la fois une série d'actions. Que ce soit l'attitude, que ce soit une idéologie, que ce soit un discours, que ce soit une série d'actions, il faudrait que tout ce que vous faites contribue au rayonnement de la patrie, contribue à la cohésion pour ceux qui habitent la patrie, pour partir de l'État, pour devenir une nation. Et pour cela, il faudrait une pédagogie. Parce que je peux vous rassurer, madame, en tant que spécialiste des relations internationales, ce qui s'est passé dans les ambassades a été un coup fatal, non pas contre nos ambassades, contre les ambassades, mais plutôt contre le gouvernement congolais qui a subi une sorte d'isolement. Pourquoi? Parce que la communauté internationale se pose la question si vous êtes à même de maîtriser ce qui se passe rien qu'à Kinshasa. Et je pense que la police devrait dans les prochaines opportunités, si jamais quelque chose devait, la police devait anticiper pour commencer d'abord par protéger les ambassades, parce que piller les ambassades constitue une violation des territoires étrangers. Ce que vous dites là, vous savez que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Eh bien, madame, les scientifiques que je suis, j'ai pas besoin que les gens soient d'accord. Parce qu'on dit qu'ils sont complices, il faudrait aussi qu'ils subissent finalement ce qui se passe. Ils sont complices, qu'ils regardent sans rien faire. Des moyens pour les faire subir. La première façon de les faire, pour les faire subir, c'est par exemple prendre des sanctions économiques. Nous décidons de ne plus acheter des produits made in tel pays que nous croyons être complices. Ça, c'est un droit légal et légitime. En fait, votre colère, il ne faut pas réagir par émotion, il faut réagir par la raison. Parce qu'à chaque fois que vous réagissez par l'émotion, par les sentiments ou encore par populisme, madame, vous tombez dans l'animalité. Et les hommes réfléchis, les hommes avertis, les hommes achevés comme vous et moi, j'espère, et beaucoup d'autres, devraient prendre leur mal en patience. Ils devraient plutôt apprendre à considérer une certaine distance entre les actions qu'ils veulent poser et la raison. C'est-à-dire, ne pas, par exemple, acheter tel produit pour pousser le gouvernement, ou encore se présenter devant l'ambassade avec un nombre beaucoup plus costaud, sans casser, sans toucher. C'est aussi une communication qui passe. En 91 et en 93, il y a eu 2 pillages. Les experts disent qu'il y a eu plus de 4600 entreprises qui ont été pillées et qui n'ont jamais été remises sur pied. Et vous connaissez les conséquences, c'est le chômage. Jusqu'à aujourd'hui, l'imité industriel n'existe que des noms. C'est un limité des résidences, et des boutiques et des églises. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de piller. D'ailleurs, lorsqu'on laisse la population aller piller, les ambassades soient-elles, à cause de la colère, à cause du ras-le-bol dû à l'indifférence de la communauté internationale, lorsqu'on laisse la population aller piller, c'est aussi un message contre-productif par rapport aux efforts que fournit le gouvernement. Efforts qui consistent à inviter les importateurs, les investisseurs à venir s'établir ici au Congo. Ils peuvent se dire, ah ben, ça c'est un pays où les gens, quand ils se fâchent, ils ne savent pas contrôler. Donc voilà, c'est le patriotisme, ça s'enseigne. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir ce patriotisme? Le gouvernement congolais doit arrêter de faire un appel au patriotisme parce que la maison brûle. La meilleure façon d'enseigner le patriotisme, on n'apprend pas à éteindre le feu dans l'incendie. On apprend à éteindre le feu par anticipation. C'est ce qu'on appelle la prévention. Qu'est-ce que je vais proposer par là? Il faudrait que l'école congolaise, de par son programme, déjà l'école primaire, que l'école soit considérée comme une antichambre de la caserne, comme une antichambre du patriotisme. Comme on le voit dans tous les pays qui se respectent. Un enfant américain, déjà à l'âge de 10 ans, il est fier d'être américain. Autre chose, impliquer les différents acteurs sociétaux,
les églises, les médias à véhiculer un message qui fait la sublimation de la patrie. En dépit de tout ce que nous avons comme problème d'ordre social, économique et politique, mais l'on comprend que le Congo reste notre mère. Pauvre soit-elle, malade soit-elle, mais chaque enfant fait la promotion et c'est pas pour le rayonnement de sa maman. Autre chose qu'il faudrait faire, madame, pour que nous puissions avoir ce patriotisme tant recherché et tant revendiqué, la meilleure des leçons, c'est l'exemplarité. On ne peut pas être patriote dans l'injustice sociale. Le patriotisme est aussi véhiculé lorsque la distribution de la cagnotte nationale, des dividendes nationales, se fait de manière équitable. Parce que la frustration et l'injustice sont les premiers venins qui nuisent au patriotisme. Très bien. J'aimerais que vous avez dit, vous êtes aussi homme d'église, bien sûr. Aujourd'hui, la Synco, les CC, l'église de réveil aussi a emboîté le pas pour aller finalement dans cette optique de chercher à avoir un dialogue ou, comment on va appeler, trouver des solutions à la guerre. Est-ce que finalement, comment trouvez-vous cette démarche? Ben écoutez, madame, l'initiative en elle-même, il faudrait la louer. Peu importe la qualité ou la nature des acteurs. Nous sommes en plein conflit. Ce conflit s'est fait de deux manières, dans une double dimension. Il y a la dimension stratégique, la dimension de la guerre purement, qui nous fait subir le Rwanda. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension en interne. On ne peut pas aller en guerre sans cohésion. Jésus a dit qu'un royaume, Marc chapitre 3 plutôt, quand un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. C'est-à-dire l'unité devient pour nous un élément essentiel de la logistique des guerres, dans notre arsenal. L'unité est importante. Et si les pères de l'Église, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient des églises de réveil, qu'ils soient protestants, ils estiment qu'il y a lieu de rassembler d'abord les enfants de leur maison pour les pousser à parler une même voix avant d'affronter l'ennemi extérieur, je pense qu'il faudrait louer cela. Mais ce qu'il faudrait plutôt craindre, c'est que ces démarches ne finissent pas comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes au 41e tentative de dialogue ou de négociation politique depuis notre accession à l'indépendance. 40e ou 41e. Pourquoi? Parce que nous ne voudrions pas que la finalité soit la même. C'est-à-dire que l'on débouche au partage du gâteau. Et c'est quoi le gâteau? C'est le pouvoir. Et même pas la RDC, c'est le pouvoir. Le pouvoir pour en faire quoi? Et je pense que cette fois-ci, il y a lieu que les acteurs politiques se transcendent. Comprendre que l'honneur qu'il faut sauver, ce n'est pas l'honneur d'un régime, ce n'est pas l'honneur d'un individu, mais c'est la République qu'il faut sauver. Ce pays qui nous a tant bercé, a tant souffert et il a besoin aujourd'hui que nous puissions prouver à la face du monde et même à la face de ce pays lui-même qu'il nous mérite, nous en tant que ses fils et ses filles, que nous puissions nous battre, que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour échanger, non pas pour faire un audit, non pas pour faire un plaidoyer, plutôt ou encore un procès, pour dire qui n'a pas fait ceci, c'était la faute de qui, c'était la faute de tel ou de tel, mais plutôt de considérer comment est-ce que nous pouvons mettre en place une stratégie qui mette fin à cette humiliation qui n'a que trop duré, mais aussi pour nous mettre à l'abri, pour que demain ce ne soit pas le tour de l'Angola qui va nous humilier. Mais nous, vous êtes en train de dire qu'on a tellement fait ça. Le grand dialogue de cette décennie, c'est Sun City, où il y avait tout le monde qui aboutit à tout ce processus. Il y a eu les partis civils, il y a eu les confessions religieuses. Aujourd'hui, vous êtes encore en train de prôner que tout le monde... Vous voulez, en fait, on va dire les mots, Kabila devrait s'asseoir en face de Félix Tshisekedi, devrait s'asseoir en face de Moïse Katumbi pour discuter de la RDC. Bon, je ne vais pas aller dans les individualités, je préfère garder ma posture de scientifique, mais je pense que tous ceux que vous avez cités ont intérêt à s'asseoir. S'ils s'estiment être leaders et redevables vis-à-vis de l'histoire par rapport à ce que le pays a fait d'eux et leur a donné. Mais aussi à cause de ce qu'ils ont eux aussi donné à la République. Ils ont intérêt à s'asseoir. Mais madame, vous savez, les accords de Sun City, nous sommes un peu comme certains de ces individus. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je prends un schéma, une cure qui est prescrit les médecins, mais une fois que je me sens un peu fort, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la cure. On arrête de prendre les médicaments parce qu'on s'est dit, je suis guéri.
Et qu'est-ce qu'on constate? 2 mois après, on retombe, on fait une rechute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un respect quant à la posologie. Il n'y a pas eu un respect quant au fait de suivre la cure jusqu'à la fin. C'est ça. Une fois qu'on a eu un gouvernement, après le Sun City, on a dit ça suffit. Au fait, le Congolais est plus préoccupé par les postes qu'il occupe et non pas par ce qu'il doit faire de ce poste-là. Et c'est ça la peine. Mais j'estime, madame, j'encouragerais que le président Félix Tshisekedi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, et dans cet état de choses, les institutions ne peuvent pas bien fonctionner. Regardez déjà l'incohérence que nous constatons aujourd'hui dans le fonctionnement du gouvernement. Presque tous les ministres sont allés en campagne. Okay, pour sensibiliser. Mais dans l'entretemps, la République doit vivre, la République doit fonctionner. Donc, il y a lieu pour le président de la République d'encourager, comme il a d'ailleurs lui-même dit lors de sa dernière sortie, qu'il voudrait bien dialoguer, il voudrait bien négocier. Mais il ne faudrait pas aussi que les autres partenaires abusent de cette ouverture qu'il crée. Et tout dépend, madame, de ce que l'on va céder, ce que l'on va concéder, mais aussi de ce qu'on va considérer comme étant la ligne rouge à ne pas franchir. La ligne rouge que je considère qu'on ne doit pas franchir, c'est de ne pas laisser le Rwanda occuper une partie de la République, c'est de ne pas laisser que la République connaisse un éclatement, mais c'est aussi de ne pas laisser la République connaître ce qu'on appelle en géopolitique une sorte de somalisation, c'est-à-dire un état de non-état. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans les limites de votre territoire, mais le pays ne fonctionne plus comme un État. Ça, il faudrait éviter. Mais tout ce qu'il reste à faire, il faut le faire. On ne négocie jamais avec un ami. On ne négocie qu'avec un ennemi. On ne négocie jamais entre anges. On ne négocie que parce qu'on se considère être un ange et que l'autre est un démon. On ne négocie jamais en position de force. On ne négocie que lorsqu'on considère qu'on est en position de faiblesse. Alors, pour parler de négociation, finalement, je pense que c'est l'une des dernières questions de cette émission. Il y a eu victoire diplomatique, puisque finalement, des sanctions ont été données sur le Rwanda. Je pense que sur le plan diplomatique, on se comporte bien. Ben, madame, je vais répondre en tant que spécialiste des questions liées à la géopolitique, à la diplomatie, ainsi de suite. Je parlerai de prouesse. Et ça, je jette de flair à notre vaillante Mineta, brillante dame technicienne qui a, sous l'impulsion du chef de l'État, a réussi à faire condamner le Rwanda, aussi à amener le Conseil de sécurité à accoucher de cette résolution, mais en tant qu'expert en polémologie, en tant que spécialiste des questions liées à la guerre, les États n'ont pas d'âme. Les États, surtout un État comme le Rwanda, c'est un État gangster. C'est un État, comme les Quinois disent, Yankee. Ils s'en foutent. C'est un État anarchiste. Croire que c'est une victoire parce qu'il y a eu sanction, serait dormir sur le laurier. Et cette posture, cette attitude risquerait d'être très fatale à la République démocratique. L'Afrique du Sud nous suit. N'oubliez pas que l'Afrique du Sud soutient les efforts de la RDC, soutient les efforts armés de la RDC. Et madame, même Dieu nous suit aussi. Même Dieu nous soutient aussi. Mais ne tombons pas dans la distraction. Le chef de l'État l'a dit. Il faut se battre. Et pour se battre, il faut être unis. Et quand on est unis, il faut constituer rapidement, mener des réformes très rapides avec l'armée, au sein de l'armée. Il faudrait même à un moment donné que nous acceptions par élégance et par grandeur d'esprit de perdre une bataille pour remporter la guerre. Je vais encore vous donner un conseil biblique. Luc chapitre 14, verset 31 au verset 32. Jésus a dit que lorsqu'on se rend compte qu'on ne sait pas faire la guerre, ça c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un expert en relations internationales qui l'a dit. Jésus. Il dit, quand on ne sait pas faire la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un émissaire pour négocier. On peut faire la guerre demain, mais aujourd'hui, on peut réfléchir sur comment, pourquoi un État négocie. Un État ne négocie pas parce qu'il est faible. Un État négocie parce qu'il a une intelligence stratégique. Il ne veut pas essuyer une défaite lourde. Il veut arrêter une hémorragie en termes de pertes de vies humaines et de catastrophes. Un État négocie aussi pour tromper l'ennemi
en lui faisant croire que je suis affaibli, mais ça lui donne le temps de se relever et de se reconstituer. Un État négocie parce qu'il ne veut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc, il ne faudrait pas fataliser la question de la négociation, la possibilité de la négociation. Non, non, c'est une guerre se gagne soit par la négociation, finit plutôt soit par la négociation, soit par l'usage de la force. Or, aujourd'hui, il s'avère malheureusement que militairement parlant, nous avons de bons soldats, mais lorsqu'on tient compte du niveau de l'infiltration, je pense qu'il y a lieu de réfléchir des fois. C'est la fin de cette émission, Dr Silas. Avez-vous un dernier mot pour l'éveil patriotique ou l'appel à la conscience nationale? Nous n'avons que le Congo. Et je vais évoquer un proverbe africain qui dit « Lorsque la case brûle, on ne poursuit pas les rats. » C'est-à-dire, ce n'est pas le temps de savoir qui est sorcier, qui est ange. Maintenant, ce qu'il faut faire, comment sauver le Congo. Nous n'avons que le Congo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. La patrie avant nos partis. Je vous prie tous d'avoir un sens d'éveil patriotique élevé en cette période de guerre. Moi et mon équipe, nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.